Bienvenue dans notre série Larry Young, le directeur des produits chez Phonolonic Company. Quand vous étiez à Stanford, pensiez-vous à toutes ces innovations? Mais cela a commencé dans le domaine de l'informatique haute performance. Nous connexions des téléviseurs à Internet à une époque où l'Internet grand public fonctionnait encore avec une connexion basse débit. J'ai effectivement 2 diplômes, l'un en génie électrique et l'autre en sciences biologiques. J'ai toujours essayé de trouver ce lien entre, qu'est-ce qu'on peut faire en biologie? Qu'est-ce qu'on peut faire en ingénierie? J'avais cette idée folle d'utiliser votre énergie neuronale pour alimenter des appareils électroniques. L'un des plus grands produits que vous avez laissé derrière vous et auquel vous avez aussi apporté beaucoup d'innovation, c'était Fitbit. Je pense que tout d'abord, il y avait cette tendance du Quantified Self. Le tout premier Fitbit n'avait pas d'interface utilisateur, il suffisait de le clipser. C'était un simple bracelet que vous mettiez et toutes ces LED vous indiquaient simplement votre progression vers votre objectif. Si votre objectif était de 10 000 pas, alors une LED s'allumait si vous étiez à 25% du chemin, 3 s'allumaient si vous étiez à 75%. Et c'était tout. Pas de bouton à appuyer. Ensuite, vous alliez sur votre smartphone pour obtenir vos données. C'était une bien meilleure interface utilisateur pour consulter vos données, interagir avec elles. Qu'est-ce que Phonolonic? J'aimerais avoir votre avis. Dieu, nous comprenons que le climat est en train de changer et que tout ce que nous pouvons faire, surtout avec la demande de refroidissement qui ne cesse d'augmenter, est important. Nous avons besoin d'alternatives et ce n'est pas seulement une question d'éliminer ces réfrigérants. Les hydrofluorocarbures sont 2000 fois plus nocifs pour l'environnement que le monoxyde de carbone 2. Phonolonic fabrique des dispositifs de refroidissement à semi-conducteurs. Cette technologie à semi-conducteur peut remplacer la forme conventionnelle de réfrigération et de refroidissement qui utilise des compresseurs à vapeur d'hydrofluorocarbures. Bonjour et bienvenue dans l'émission de podcast YouTube de Dinis Guarda, une fois de plus propulsée par businessabc.net, ctcbc.com et wisdomia.ai. Nous continuons à présenter les acteurs, les créateurs et surtout les personnes qui repoussent les limites de la technologie. Et dans un monde où il y a tant d'innovation, il y a aussi de nombreux niveaux de compréhension de ce qui se trouve devant les caméras, de ce qui se passe derrière les caméras, et surtout lorsqu'on traite avec de grands outils d'intelligence artificielle ou de grandes technologies ou des expériences sur Internet, il y a une énorme quantité de travail en coulisses que l'on oublie parfois. Et ce travail, ce sont les centres de données. C'est tout ce qui concerne la façon dont nous examinons les différentes solutions qui facilitent notre vie facile, mais en même temps, il y a beaucoup de choses différentes. Donc aujourd'hui, je suis assez enthousiaste d'aborder un sujet qui n'est pas, je dirais, très grand public, mais qui l'est en réalité en ce qui concerne les marchés financiers, car des milliers de milliards de dollars sont échangés chaque jour sur les marchés financiers autour de ces domaines des centres de données et des solutions, et de la façon dont on gère tout d'abord les quantités de gigas ou méga-gigas systèmes de données auxquels nous faisons face, et toute la donnée que vous créez chaque jour, ainsi que les centres de données qui gèrent cela, et surtout en ce moment, comment nous mettons cela en place en termes de centres de données d'intelligence artificielle de pointe et des exigences de refroidissement pour continuer à faire croître cela, ainsi que l'électricité et tous les besoins. Donc j'ai une introduction assez technique, ce sera une interview technique, et je suis aussi très enthousiaste d'accueillir des personnalités qui peuvent vraiment nous aider à comprendre, ainsi que des entreprises solides qui font avancer ce secteur. Donc, je souhaite la bienvenue à notre série à Larry Young. Larry Young est un leader technologique avec une formation en ingénierie. Il est le directeur des produits chez Phonolonic, une entreprise qui propose des innovations de refroidissement à semi-conducteurs, offrant des solutions performantes et économes en énergie pour les centres de données, la chaîne du froid optique, l'e-grocery, la pharmacie et le chauffage, ventilation et climatisation. Nous allons expliquer toute cette terminologie. Phonolonic est un pionnier du refroidissement à semi-conducteurs et travaille avec les hyperscalers américains pour redéfinir la gestion thermique. L'entreprise a été reconnue dans la liste Consumer News and Business Channel Disrupted 50 de 2024. Larry a occupé plusieurs postes de haute direction dans des entreprises mondiales telles que Google, Fitbit, Cisco, Microsoft et Microsystems Web Television Networks, pour n'en nommer que quelques-unes.
En tant que directeur de la gestion des produits pour Fitbit, dans l'un de ses précédents rôles chez Google, Larry a dirigé le portefeuille principal de wearables de Fitbit qui a généré plus d'1 milliard de chiffre d'affaires, de revenus annuels avec plus de 25 millions d'utilisateurs actifs. Avant Fitbit, Larry a passé 9 ans chez Google dans des rôles semi-produits, dirigeant des plateformes de télévision connectée, des services Internet et télévision à vitesse gigabit, des smartphones en réalité augmentée et des paiements via application mobile. Et avant Google, il a conçu des microprocesseurs, des décodeurs et des consoles de jeux, ainsi que des produits de visioconférence chez Microsoft et Cisco Systems, respectivement. Ainsi, avec une carrière fantastique qui s'étend sur environ 30 ans à créer des produits et des plateformes qui connectent les personnes et les entreprises, des applications, des services et des contenus révolutionnaires, et à collaborer avec les principaux acteurs technologiques de la planète. Larry a également occupé auparavant le poste de vice-président du comité d'organisation du symposium OddShip 2025 sur les navires à haute performance. Et il a fait ses études en génie électrique et en sciences biologiques à l'Université Stanford, ainsi qu'une maîtrise en génie électrique de l'Université Stanford. Il a contribué à de nombreuses publications, y compris la méthodologie de conception de systèmes ultra SPARC, et je ne vais pas toutes les mentionner, mais notamment un coprocesseur à virgule flottante pour les systèmes SPARC. Larry détient un brevet pour un circuit qui détecte la différence de phase entre la première horloge de base et la seconde horloge dérivée. À partir de l'horloge de base, donc Larry, c'est un honneur de t'avoir ici et je suis vraiment enthousiaste à l'idée de découvrir la nouvelle étape d'une carrière fantastique ainsi que tout le niveau d'expertise que tu possèdes. Merci, Denise. Ravi de te rencontrer. Merci beaucoup de m'avoir invité dans ton émission ici. Je pense que ma carrière a vraiment commencé dans le domaine du calcul haute performance. Tu as mentionné Sun Microsystems. Nous construisions des ordinateurs à haute performance qui étaient connectés en réseau, ce qui était assez nouveau. Nouveau à l'époque. Ensuite, je suis allé dans une startup, Web Television Networks, où nous connexions les télévisions à Internet. Et c'était à l'époque où l'Internet grand public fonctionnait avec une connexion par modem. Donc, c'était très difficile de connecter des téléviseurs à tube cathodique à une connexion par modem. Mais encore une fois, je travaillais sur l'intégration du silicium et des systèmes. Et avec les logiciels et la connectivité, nous avons ensuite été rachetés par Microsoft. J'ai donc pris la tête de l'équipe de la console Xbox où nous avons développé la première console de jeu avec le réseau et la connectivité intégrée. Encore une fois, c'était une nouvelle opportunité de travailler sur le silicium et les systèmes. J'ai même dirigé une équipe interne de conception de silicium sur mesure. Nous étions l'une des 5 plus grandes entreprises de semi-conducteurs sans usine à l'époque, si l'on mesure cela au nombre de lancements de tranches de silicium. C'était très nouveau pour Microsoft, mais c'était une partie importante de notre stratégie que j'ai apportée à cette activité. Ensuite, j'ai rejoint Cisco, où j'ai travaillé sur la visioconférence haute performance pour les consommateurs, encore une fois, un produit connecté. Et ensuite, je suis allé chez Google, où j'ai travaillé sur les téléviseurs connectés. J'ai dirigé le développement de produits pour un projet d'Internet à vitesse gigabit. J'ai travaillé sur des smartphones en réalité augmentée, sur les paiements mobiles. Puis, je suis allé chez Fitbit pour travailler sur les objets connectés, la forme physique et les données de santé. Donc, le fil conducteur de ma carrière a toujours été d'intégrer les logiciels, le matériel, le silicium et les réseaux. Et vraiment, travailler à l'intersection de ces technologies, collaborer avec des ingénieurs agiles pour être intentionnels afin de faire des optimisations et des compromis à tous les niveaux de cette pile. Rien n'arrive par accident. Donc, on ne peut pas simplement tomber par hasard sur la suppression de ces silos. Il faut vraiment le faire de manière très intentionnelle. Et pour moi, c'est aussi amusant de pouvoir travailler sur des piles techniques aussi diverses et différentes et de pouvoir apprendre et me challenger à travers tout cela. Et c'est une carrière fantastique, bien sûr. On travaille avec, disons, les 10 meilleures entreprises de la planète, pour le dire ainsi, et aussi dans une énorme diversité d'innovations et de contextes technologiques. Alors, commençons par ta carrière à Stanford, ou du moins par tes études et ta base. Alors,
Je pense que ta carrière couvre le début d'Internet ainsi que toute son expansion et son explosion. Et maintenant, tu es aussi à la pointe de l'intelligence artificielle. Parle-nous un peu de ça. Quand tu étais à Stanford, pensais-tu à toutes ces innovations et à toutes ces choses différentes? Parle-nous un peu de ton parcours éducatif et de ce qui t'a amené à devenir l'innovateur de produits que tu es aujourd'hui, ainsi que de cette incroyable carrière et de ce portfolio impressionnant. Oui, je pense que quand donc mon père était ingénieur et il ramenait à la maison des problèmes intéressants dont il me parlait. Il était ingénieur en mécanique, il me racontait des turbocompresseurs automobiles, il y a des enregistreurs de vol et il partageait certains des défis auxquels il faisait face. Je me souviens que quand j'étais à l'école primaire, on devait dessiner une image de nos parents au travail et j'avais dessiné une sorte de grande bibliothèque et tout ça. Puis j'ai eu l'occasion d'aller lui rendre visite sur son lieu de travail et ce n'était rien de tout ça. Il était assis dans un box, il y avait un laboratoire, des tableaux blancs partout. C'était vraiment incroyable, très interactif. L'environnement dans lequel il travaillait. J'ai même eu le plaisir de faire un job d'été dans son entreprise. C'était dans une entreprise aérospatiale, Honeywell, j'ai pu travailler sur la programmation du X11, un ordinateur 780. J'écrivais des logiciels pour, je crois, ce qui est devenu le F-35, mais à l'époque, il avait un nom de code que je ne me souviens plus. C'était il y a longtemps. Euh, et donc, euh, et même un autre job d'été que j'ai eu était chez Xerox et j'ai pu jouer avec le Xerox Alto, le prédécesseur du Mac, et l'interface à la souris et l'interface graphique utilisateur. Et c'était vraiment amusant. Donc, juste être exposé à des problèmes techniques et ensuite vraiment orienter mon éducation autour de ça. Donc, comme vous l'avez mentionné, j'ai effectivement deux diplômes, un en génie électrique et l'autre en sciences biologiques. En fait, au départ, je voulais devenir médecin. J'ai donc commencé à suivre tous les cours de biologie, mais ensuite, je suis tombé sur l'informatique et j'en suis tout de suite tombé amoureux. Mais j'ai toujours, même à cette époque, essayé de trouver ce lien entre ce qu'on peut faire en biologie et ce qu'on peut faire en ingénierie. J'avais cette idée un peu folle d'utiliser l'énergie neuronale pour alimenter des appareils électroniques et je pense que je commence enfin à voir certaines personnes faire ça. C'était un peu en avance sur mon temps à l'époque. L'un de mes cours préférés était d'apprendre comment le cerveau communique avec vos différents organes sensoriels, en particulier autour de la vision, et tout le pré-traitement qui se produit réellement au niveau de l'œil, au niveau de ses cellules nerveuses, tout au long du trajet vers le nerf optique, avant même que l'information n'atteigne le cerveau. C'était fascinant d'apprendre cela et d'apporter cette mentalité d'ingénieur. Vous voyez, j'utilise même le terme pré-traitement. Je ne pense pas que les biologistes utilisaient ce terme-là. Donc, comme je l'ai dit, je suis tombé amoureux des ordinateurs et vraiment, lorsque j'ai fait mon master là-bas, j'ai commencé à suivre des cours sur l'architecture des ordinateurs et à apprendre comment optimiser les jeux d'instruction. Et c'était à l'époque de l'apogée de l'informatique, Reduced Instruction Set Computer, où l'on simplifiait vraiment le processeur et en mettant davantage de travail du côté logiciel. Et en simplifiant un processeur, il peut être beaucoup plus flexible, fonctionner beaucoup plus rapidement et laisser le logiciel faire toute la personnalisation. Et donc, cela a permis d'obtenir un bon niveau de performance, des coûts plus faibles pour le processeur et a en quelque sorte conduit à l'essor des processeurs multicœurs. Et nous pourrons parler de tout cela plus tard. Mais ce type de travail m'a vraiment fasciné et m'a vraiment poussé à me concentrer là-dessus. Et c'est en quelque sorte ce qui a façonné ma carrière par la suite. Non, c'est très impressionnant et nous parlons de choses vraiment, vraiment à la pointe, fait que mélangées à beaucoup de produits. Et je pense que l'une des choses moi, qui est vraiment étonnante dans ta carrière, alors que tu es encore assez jeune, c'est que tu as déjà dirigé des recherches techniques et des innovations très avancées. Et comme tu viens de le mentionner, dans beaucoup de domaines différents, certains encore en évolution, l'informatique spécialisée, les niveaux neuronaux et aussi le fait de concrétiser tout cela dans des produits et des entreprises. Alors, comment gères-tu l'équilibre entre toutes ces choses? Et je pense
une chose que je pense, et c'est pour ça que la Silicon Valley, là où tu es, a autant de succès, c'est qu'elle a réussi à associer une recherche très avancée, mais aussi à la transformer en produit. Par exemple, moi, je suis en Europe, je suis en partie français-portugais ou portugais avec une part française, et en étant au Royaume-Uni, je vois qu'en Europe, on a énormément de recherche, mais on est très mauvais pour la mettre en pratique. Et je le vois en tant qu'enseignant, même dans les universités où j'ai été, j'ai parfois du mal à faire comprendre aux étudiants que oui, la recherche, c'est super, mais il faut la concrétiser. Alors, parle-nous de cet équilibre entre la recherche, l'innovation et la transformation en rentabilité, en productivité de produits et d'entreprises. Oui, j'ai constaté que pour vraiment trouver le bon équilibre entre l'innovation et des produits pratiques, il faut d'abord bien comprendre quel est le problème que l'on essaie de résoudre. Quel est le besoin urgent qu'un consommateur ou un client d'entreprise essaie de résoudre? Et il faut vraiment aller en profondeur et, dans certains cas, s'immerger pour bien comprendre ce problème. Quand j'étais chez Google, ben, nous avons mené des recherches sur le terrain. J'étais dans l'équipe des paiements mobiles et nous faisions en fait des voyages sur le terrain en Indonésie où nous suivions les gens dans leur quotidien et observions comment ils payaient leurs factures de gaz, leurs factures d'électricité, faisaient leurs courses ou rechargeaient leur forfait de données. Et la façon dont ils faisaient les choses était vraiment très différente de la nôtre. Par exemple, en Indonésie, là, tout tourne autour des supérettes. Et il y a une supérette à chaque coin de rue et vous y allez, il y a un homme ou une femme derrière le comptoir et vous payez votre facture de gaz là-bas et il vous imprime un petit reçu avec un code à 10 chiffres dessus. Vous ramenez ce code chez vous et sur votre compteur de gaz, il y a un petit clavier. Vous tapez le code et voilà, vous êtes tranquille pour une certaine quantité de gaz. Bon, c'est très différent. Donc, il faut vraiment sortir de sa bulle pour comprendre ce que votre client essaie réellement de faire, puis trouver les problèmes qui sont les plus douloureux, car ce sont ces problèmes pour lesquels les clients sont prêts à endurer des difficultés. Ou tolérer, c'est peut-être un meilleur mot, toutes les imperfections ou défauts d'un produit innovant au début. Je suis un grand fan de Jeffrey Moore et du travail qu'il a fait sur Crossing the Chasm depuis des décennies maintenant. Et quand vous trouvez cet adopteur précoce, vous trouvez la personne ou l'équipe qui a le problème le plus douloureux. L'un de mes exemples préférés est la façon dont Apple a percé dans l'entreprise. À l'époque, l'informatique d'entreprise était très strictement contrôlée par le département informatique. Chaque ordinateur qui est déployé doit être configuré par le département informatique et c'est eux qui vous diront quel type acheter et quel logiciel installer. Et ça convenait aux gens de la finance qui faisaient des tableaux Excel, mais il y avait un département, le département créatif du marketing, qui ne pouvait tout simplement pas utiliser un PC. Les logiciels n'étaient tout simplement pas assez bons. Et donc, Apple a trouvé un moyen d'obtenir leur produit là-dedans. Il était proposé à un prix abordable. Donc, les responsables informatiques ne pouvaient pas forcément dire non. Et c'était presque comme une petite opération de marketing de guérilla où l'équipe créative s'est soudainement mise à utiliser tout leur Mac et ils étaient beaucoup plus productifs, ils étaient libérés du service informatique et c'est toute l'inspiration derrière leur publicité de 1984, c'était justement d'être libéré de votre service informatique. Là, ils ont vraiment compris le problème. Ils ont trouvé le segment de marché qui avait un problème très douloureux au point qu'ils étaient prêts à franchir tous les obstacles et à faire entrer des ordinateurs en douce au bureau ou quoi que ce soit pour résoudre leurs problèmes. Alors, essayez de trouver ces opportunités, puis commencez à regarder votre technologie. Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce qui manque? Et ensuite, façonnez cela. Ne restez pas dans votre tour d'ivoire en pensant tout savoir et en construisant quelque chose de joli. Et ensuite, allez chercher un marché pour cette chose. Vous avez besoin que cette chose sympa que vous construisez. Et puis la dernière chose, c'est de ne pas avoir peur d'itérer. L'un des aspects culturels de la Silicon Valley, c'est de ne pas avoir peur d'échouer. 9 startups sur 10 ou quelque chose comme ça échouent.
Et dans certains cas, les entrepreneurs sont récompensés pour avoir échoué parce que cela prouve qu'ils ont pris un risque. Et ça. Et ils apprennent à quelque chose. Alors n'ayez pas peur de lancer un produit. Obtenez ce retour, obtenez le vrai retour. Ce que les clients font réellement est bien plus précieux que ce qu'ils disent qu'ils feront. Alors, mettez le produit entre leurs mains, voyez comment ils l'utilisent, voyez s'ils ne l'utilisent pas, essayez de comprendre pourquoi, puis itérer et améliorer cela. Donc, il s'agit vraiment de comprendre ce que le client veut et d'adapter votre innovation en fonction de cela. Et n'ayez pas peur de lancer et d'itérer. De la sagesse et des mots très importants. Et je pense ironiquement que c'est l'une des choses sur lesquelles, selon moi, tous ces Américains et Sud-Russes ont été des leaders là-dessus. Je pense que le reste du monde est complètement obsédé par l'échec, les tests et la mise sur le marché de produits. C'est vraiment un grand défi et je pense que même avec d'autres choses, cela m'amène à ma dernière question. Mais je veux juste souligner, et je sais que tu es aussi un mentor, et je pense que pour les gens qui nous écoutent, et j'ai beaucoup d'étudiants et d'universités avec lesquels je collabore, même des doyens et des vice-chanceliers. Je pense que ce genre de discours échoue partout dans le monde. C'est pas seulement l'Europe, c'est mondial. Donc, je pense que c'est un très, très grand défi pour l'économie mondiale. Et c'est pour cela que les États-Unis, ou surtout la Silicon Valley, ont créé les acteurs qui réussissent, parce qu'il y a un énorme sens de l'innovation, mais aussi de l'expérimentation, de l'échec et de l'avancée. Et je pense que pour nous en Europe, et je veux juste partager cela, c'est intéressant de le partager avec toi, mais j'ai grandi dans une famille dont une partie est portugaise et l'autre française, et c'est probablement encore pire. Être entrepreneur, c'est considéré comme être un fêtard, et même au Royaume-Uni où je vis, ce n'est pas si facile. Donc c'est un peu, qu'est-ce que c'est que cet homme? Et bien sûr, il étudie à Stanford, qui était probablement l'une des universités les plus à la pointe, sinon la plus avancée. Au moins, c'est en termes de pourcentage d'innovation et aussi de produits, mais je voulais juste souligner cela. Et merci beaucoup d'avoir soulevé ce point, parce que c'est quelque chose que je pense que nous devrions crier au monde, surtout pour les jeunes, et nous avons des milliards de personnes. Ma femme est en fait professeure d'université dans son école de commerce où elle enseigne l'entrepreneuriat. Et son cours d'entrepreneuriat est obligatoire pour tous les étudiants en commerce. Et sa devise, c'est que même si vous partez travailler pour une grande entreprise, on attendra de vous que vous soyez entreprenant dans votre façon de penser, savoir ce dont un client a besoin, quelle est une nouvelle opportunité de produit, comment tester et apprendre, et tout cela. Donc, c'est vraiment dans l'air ici. Oui, je suis content que ce soit le cas. J'aimerais que nous ayons davantage cela en Europe. Alors, prochaine question. L'un des plus grands produits que vous dirigez et auquel vous avez aussi apporté beaucoup d'innovation, c'est Fitbit. Pour les personnes qui nous écoutent, Fitbit est une marque de tracker d'activité et de montres connectées qui aide les utilisateurs à surveiller leur santé et leur niveau d'activité. Ces appareils suivent différents indicateurs comme le nombre de pas, la distance, les calories brûlées, les cycles de sommeil et ainsi de suite. Et certains modèles offrent des fonctionnalités intelligentes et vous avez évoqué certaines de ces choses qui peuvent aussi être utilisées. Je pense que c'était probablement le plus grand objet connecté intelligent qui est devenu grand public à grande échelle, des millions de personnes, comme je l'ai mentionné auparavant. Donc, grâce à votre travail sur Fitbit, et Fitbit était vraiment quelque chose de massif à la pointe de la technologie qui a été adopté par, je crois, plus de 23 millions de personnes. Parlez-nous des facteurs clés qui ont permis à Fitbit d'atteindre un tel succès, ainsi que de votre expérience de travail sur ce produit. Bien sûr, mon frère, vous êtes parti, mais vous faisiez partie des personnes qui étaient parmi les architectes. Oui, je pense qu'il y a eu plusieurs éléments qui se sont vraiment réunis et qui ont conduit au succès de Fitbit. Je pense que tout d'abord, il y avait cette tendance que nous appelions à l'époque le soi quantifié. Je pense qu'il y avait déjà une tendance à apprécier les données, à collecter des données, à mesurer ce que l'on fait. Et donc, il y avait une curiosité à propos de combien de pas je fais, quel est le bon nombre, quel était mon rythme cardiaque, quelle est la bonne plage pour mon rythme cardiaque. Donc, c'était déjà une tendance chez les consommateurs. Et puis, je pense le génie qu'ont eu les fondateurs de Fitbit, James Park et Eric Friedman, c'était la simplicité. Le tout premier Fitbit avait aucune interface utilisateur. Il y avait peut-être une LED qui vous indiquait si la batterie était en train de mourir ou non, mais c'était à peu près tout. Tout était sur le smartphone, ce n'est pas.
Et donc, en ayant cette interface utilisateur simple, il n'y a aucun bouton à appuyer. Il suffisait juste de le clipser. Leur prochain modèle en avait un, je pense qu'il y avait 4 lettres dessus, mais c'est tout. Et c'était un simple bracelet que tu mettais. Et toutes ces LED t'indiquaient juste ta progression vers ton objectif. Si ton objectif était 10 000 pas, alors une LED s'allumait si tu étais à 25% du chemin, 3 s'allumaient si tu étais à 75%, et c'était tout. Pas de bouton à appuyer, non. Et ensuite, tu vas sur ton smartphone pour obtenir tes données. Et je pense que c'est vraiment la simplicité qui a permis au produit de réussir. L'un de mes mantras en conception de produit, c'est que la meilleure interface utilisateur, c'est pas d'interface utilisateur. Il n'y a pas de bouton à appuyer, donc le consommateur ne se demande même pas s'il doit appuyer sur le bouton ou non. Et puis, le smartphone, vous savez, était aussi, je suppose, l'autre tendance qui prenait de l'ampleur. Et donc, c'était une bien meilleure interface utilisateur, tout simplement, pour consulter vos données et interagir avec elles, etc. Vous ne vouliez pas non plus que les gens s'inquiètent forcément de leurs pas tout le temps. Regardez, vous savez, 5 pas de plus, 6 pas de plus, n'est-ce pas? Donc, vous vouliez vraiment que ce soit un peu en arrière-plan, que ça fasse son travail. Et donc, cette simplicité, eh bien, nous a permis de continuer pendant très, très longtemps. Finalement, il y avait suffisamment, il y avait certaines informations que vous vouliez voir, vous vouliez connaître votre fréquence cardiaque à ce moment-là. C'est devenu gênant de chercher soi-même son téléphone portable. Donc, d'accord, affichons cela. Mais nous avons toujours adopté cette approche d'interface utilisateur minimaliste. Et je pense que cela a été assez essentiel pour le succès du produit. J'adore ce qu'il y a là, en fait. C'est devenu un véritable cours magistral. Donc, Larry, fantastique. J'interviewe pour d'autres personnes et tu as partagé beaucoup de perles de sagesse fantastique. Je suis très enthousiaste à propos de beaucoup de choses que tu as dites et c'est probablement un autre domaine qui me passionne complètement, les produits. Et pour être honnête, je pense que tu as synthétisé plus que ce que j'ai probablement appris en quelques années. Dans cette partie, c'est vraiment fantastique et je suis très honnête à ce sujet, probablement très ému parce que c'est vraiment un domaine qui, je pense, avec toutes les personnes avec qui j'ai travaillé, je travaille dans la banque, les produits d'investissement qui coûtent des millions de dollars et parfois c'est la surcomplication qui tue les produits. Je pense que Fitbit est un exemple d'ingénierie fantastique et de minimalisme ainsi qu'un produit à la pointe de la technologie parce qu'au final, tu gères ta santé, tes données et tout le reste au même endroit. Donc, continue là-dessus et j'ai beaucoup de questions à ce sujet. Tu as raison et bien sûr, ta carrière couvre tellement de produits fantastiques parce que tu as travaillé sur des choses vraiment incroyables, de Xbox à beaucoup d'autres choses. Passons à ton rôle actuel chez Phononic. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que Phononic? J'en ai parlé un peu au début, mais j'aimerais l'entendre de ta part. Et tu expliques vraiment très bien, donc je te laisse la parole. C'est une entreprise fantastique. Nous mettrons tous les liens, mais venant de toi, Oui, donc Phononic fabrique des dispositifs de refroidissement à semi-conducteurs, des dispositifs de refroidissement. Nous utilisons un matériau appelé matériau thermoélectrique. C'est un matériau qui a la propriété que si on applique un courant électrique, un côté devient chaud et l'autre côté devient froid. Et si vous inversez ce courant, l'autre côté devient chaud et l'autre côté devient froid. Pensez-y comme à une mini-pompe à chaleur sans aucune pièce mobile. Alors, nous fabriquons ces puces. Nous construisons également les sous-systèmes qui l'entourent. Nous avons aussi un contrôle logiciel. Nous avons un cloud IoT auquel nous pouvons envoyer des données afin d'analyser l'efficacité énergétique, l'utilisation, les états d'erreur et tout cela. J'ai donc quelques exemples ici. Je vais voir si je peux les faire fonctionner ici sur mon arrière-plan virtuel ici. Donc ici en haut, vous avez un exemple de certains des composants. Vous pouvez voir qu'ils sont très petits. C'est à peu près la taille d'un grain de riz. Donc, nous pouvons en fabriquer de très petits. Ceux-ci, nous les placerions sur des lasers à l'extrémité des câbles à fibre optique pour garder les lasers au frais. Je peux en parler un peu plus en détail tout à l'heure. Nous en fabriquons aussi des plus grands. Celui-ci peut aller dans un réfrigérateur. Ceux-ci sont en fait des modèles à double empilement avec lesquels nous pouvons fabriquer des congélateurs. Ensuite, nous allons réellement construire des modules à partir d'eux et, dans certains cas, les encapsuler pour que l'assemblage et les tests soient plus faciles.
Ce qui m'a en fait amené chez Phénotyx, c'est le fait que cette technologie à semi-conducteur peut remplacer la forme conventionnelle de réfrigération et de refroidissement qui utilise des compresseurs à vapeur d'hydrofluorocarbures. Les hydrofluorocarbures sont 2000 fois plus nocifs pour l'environnement que le monoxyde de carbone. Et comme nous le savons, le climat change. Tout ce que nous pouvons faire, surtout avec la demande de refroidissement qui ne cesse d'augmenter pour tous les besoins et cas d'utilisation dont nous avons parlé, maintenant plus que jamais, nous avons besoin d'alternatives. Et ce n'est pas seulement meilleur pour éliminer ces réfrigérants. Comme vous pouvez le voir d'après ce que je viens de vous montrer, le facteur de forme est extrêmement petit et donc bien, nous pouvons l'utiliser dans des endroits où vous ne pouvez pas installer un compresseur à vapeur. C'est à l'état solide, donc c'est beaucoup plus réactif. Nous pouvons donc apporter du refroidissement à la demande quand vous en avez besoin, où vous en avez besoin, ce qui entraîne également des économies d'énergie. Je vais en parler un peu dans certaines des applications et cela permet aussi de gagner de la place. Par exemple, dans certains supermarchés, bon, l'espace est très précieux, donc nous avons proposé des solutions qui occupent la moitié de l'espace qu'une approche conventionnelle prendrait et cela libère cet espace pour faire beaucoup d'autres choses pour ce magasin. Donc, l'état solide, c'est 100 pièces mobiles, gain de place, refroidissement à la demande pour offrir une efficacité énergétique. Eh bien, tout d'abord, c'est vraiment à la pointe de la technologie. Passons de la théorie à la pratique, donc certains des domaines que vous mentionnez, et je veux en parler ici. Vous avez ce matériau que vous avez mentionné qui peut être utilisé dans de nombreux domaines différents, donc des centres de données à l'optoélectronique, la chaîne du froid que vous avez évoquée en partie, et le chauffage, ventilation et climatisation. Donc, si vous pouvez donner un aperçu pour les gens, parce que bien sûr, si vous travaillez sur n'importe quel ordinateur, si vous utilisez ChatGPT ou si vous utilisez n'importe quel objet connecté comme vous l'avez mentionné auparavant, vous avez besoin de ce type de système de refroidissement et bien sûr si vous utilisez un réfrigérateur ou des choses comme ça. Donc, parlez-nous un peu à partir de ces 4 axes que vous avez mentionnés d'une étude de cas probablement de façon concise pour les centres de données, l'optoélectronique et la chaîne du froid en particulier. D'accord. Tosca, laissez-moi commencer par la chaîne du froid, puis nous pourrons passer au centre de données, qui est un sujet beaucoup plus long et plus approfondi. Pour la chaîne du froid, nous avons construit le tout premier congélateur d'épicerie au monde alimenté par l'état solide. C'est un format de type BAC. Vous voyez, il fait à peu près cette taille, environ 45 cm sur 45 cm par 60 à 75 cm. Et si vous réfléchissez à ce qui se passe lorsque vous passez une commande d'épicerie en ligne, vous passez votre commande et puis il y a un opérateur dans le magasin qui parcourt les rayons pour faire les courses à votre place. Il va dans la section réfrigérée pour prendre votre lait, puis dans la section des surgelés pour prendre votre glace. Et ensuite, il l'emmène dans une arrière-salle qu'ils appellent une zone de préparation. Et dans cette zone de préparation, il y a tout un ensemble de réfrigérateurs et de congélateurs en double. Il remettra votre lait dans un autre réfrigérateur. Il remettra votre glace dans un autre congélateur. Tous ces congélateurs et réfrigérateurs fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et puis, lorsque vous venez récupérer votre commande ou lorsque votre travailleur de plateforme vient la chercher, cet opérateur doit alors ouvrir cet ensemble supplémentaire de congélateurs et de réfrigérateurs, sortir votre lait, sortir votre glace et vous les apporter. Quand on regarde tout ce processus, il y a 2 grandes inefficacités. L'une d'elles, dans le monde de l'optimisation du temps et des mouvements en ingénierie industrielle, on appelle ça des touches. Chaque fois qu'un opérateur touche quelque chose, c'est comme ouvrir un couvercle, appuyer sur un bouton, peu importe, c'est inefficace du point de vue de la productivité du travail. Et donc, il touche votre produit plusieurs fois avant que vous le receviez enfin. Donc, ça, c'est un problème. L'efficacité du travail. L'autre, c'est l'efficacité énergétique. Ce magasin peut n'avoir qu'un seul pot de glace commandé, mais il a quand même cette pièce pleine de réfrigérateurs et de congélateurs qui tourne 24 heures sur 24. Énorme gaspillage d'énergie et énorme gaspillage d'espace. Alors, ce que nous avons fait, c'est que nous avons développé ce bac. Comme je l'ai mentionné, c'est un bac de taille assez compacte.
Et l'opérateur peut maintenant amener ce bac sur le plancher du magasin, mettre votre lait dans un bac réfrigéré, mettre votre glace dans un bac congélateur, le ramener dans la salle de préparation et simplement le laisser là. Et ensuite, quand vous arrivez, ils amènent le bac, puis ils mettent votre lait et votre glace dans le coffre de votre voiture. Beaucoup moins de manipulation, beaucoup moins d'espace et beaucoup moins d'énergie utilisée. Et donc, nous avons déployé ce produit chez Sam's Club. Quelques Sam's Club l'utilisent maintenant aux États-Unis. Il y a une chaîne de supermarchés appelée ShopRite qui se trouve dans le nord-est des États-Unis. Ils l'ont adopté dans un certain nombre de leurs magasins. Ils constatent des économies d'espace, de main-d'œuvre et d'énergie. Et tout cela est rendu possible grâce à la technologie à semi-conducteurs. Nous pouvons l'allumer et l'éteindre rapidement. Nous pouvons maintenir un contrôle précis de la température. C'est connecté à l'IoT, donc nous exploitons un cloud IoT, nous envoyons toutes les données là-bas, nous pouvons leur envoyer des alertes s'il y a une excursion de température, nous pouvons les aider à gérer leur énergie il n'y a pas de pièces mobiles, donc il y a aussi des économies de maintenance à ce niveau-là. Mais il y a un autre aspect de la chaîne du froid dont nous devrions parler, c'est le secteur pharmaceutique. Les pharmacies de détail aux États-Unis ont un petit problème car la demande de retrait de médicaments dépasse le nombre de pharmaciens disponibles pour travailler dans ces pharmacies. Et donc, il y a un modèle émergent parmi les chaînes et les exploitants de pharmacie qu'ils appellent le central fill. Préparez la commande d'un client dans une installation centrale afin que vous ayez moins de pharmaciens qui peuvent vraiment se concentrer sur la préparation des ordonnances. Un autre problème avec les pharmaciens en officine, c'est qu'ils sont distraits par des clients qui disent « Je ne trouve pas les chips, vous voyez », ce genre de choses. Donc, dans un centre centralisé, ces pharmaciens hautement qualifiés et bien formés peuvent se concentrer sur leur métier en s'assurant qu'il n'y ait aucune erreur, que les ordonnances soient correctement préparées. Et ensuite, quand les ordonnances sont préparées pour un client en particulier, ces ordonnances sont ensuite livrées à la pharmacie afin que le pharmacien d'officine puisse vérifier l'identité du client, puis lui remettre son médicament. De nombreux médicaments nécessitent un contrôle de la température. Et donc, nous avons livré notre solution TOT à une épicerie du Midwest des États-Unis appelée Major. Ils exploitent ce type d'opération de pharmacie centralisée et ils peuvent utiliser nos bacs pour garder les ordonnances sous contrôle de température pendant qu'ils traitent de toutes ces différentes commandes. Puis, ils peuvent, quand la commande est prête à être expédiée vers le magasin principal, maintenir la température tout au long du processus. Donc, c'est similaire à une chaîne du froid. C'est une application de préparation de commandes en chaîne du froid, mais pas seulement pour les produits alimentaires, mais aussi pour les produits pharmaceutiques. Et puis, il y a un autre aspect de la chaîne du froid qu'on appelle le dernier kilomètre. J'ai un peu mentionné dans le cas des courses en ligne qu'un travailleur indépendant pourrait venir chercher votre commande. Eh bien, dans certains cas, le magasin lui-même propose aussi un service de livraison. Donc, ils ont leur propre camionnette et ils ont un défi à relever pour maintenir la température. Ils n'ont pas de bonnes options. L'une des options pourrait être de faire fonctionner toute la camionnette avec un contrôle de la température. Cela gaspille beaucoup d'énergie. L'autre option consiste à utiliser des blocs de glace sèche. La glace sèche est terrible pour l'environnement. L'énergie nécessaire pour fabriquer la glace sèche pour une seule commande équivaut à faire fonctionner un sèche-cheveux pendant environ 2 heures. Non. Rien que pour fabriquer la glace pour une commande, cette quantité d'énergie est gaspillée. Et bien sûr, c'est un matériau dangereux, donc il faut des gants et bien sûr, c'est du monoxyde de carbone. On relâche littéralement du monoxyde de carbone, évaporé dans l'environnement. Notre solution est aussi déployée dans les véhicules de livraison du dernier kilomètre, donc vous pouvez garder votre glace congelée là où vous en avez besoin et votre lait frais là où vous en avez besoin. Et une fois la livraison effectuée, vous pouvez éteindre l'alimentation de notre conteneur, ce qui permet d'économiser de l'énergie. Donc, ce ne sont là que quelques exemples autour de la logistique de la chaîne du froid que nous avons déployée
C'est vraiment impressionnant et il y a beaucoup de travail derrière tout ça. Donc, je voudrais revenir sur les centres de données qui, pour moi, sont particulièrement importants parce que, bien sûr, j'ai beaucoup parlé d'intelligence artificielle dans cette émission et je suis moi-même très impliqué dans l'intelligence artificielle. Il y a donc beaucoup de mythes autour de l'intelligence artificielle et des centres de données. Il y a eu, je crois, un ancien président directeur général de Google qui a dit que les centres de données pour l'intelligence artificielle allaient consommer une énorme part de toute l'énergie des États-Unis. Il y a beaucoup de sujets parfois absurdes, d'autres moins, et beaucoup de confusion. Mais avant d'aller plus loin, vous avez publié un excellent article que j'ai lu qui s'appelle Répondre aux besoins non atténués en données de l'intelligence artificielle. Concevoir des capacités qui répondent aux exigences de refroidissement des transceivers intelligence artificielle de pointe. Pourriez-vous nous en parler? Je pense que c'est un sujet qui concerne tout le monde ici, et je dirais que 99% des gens n'en ont aucune idée. Et bien sûr, ce qu'on entend dans les médias généralistes ne fait qu'ajouter à la confusion, car il y a tellement de contradictions. Certains disent une chose, d'autres l'extrême opposé, mais je sais qu'il y a beaucoup de recherches, beaucoup d'optimisation. Donc, parlez-nous d'abord de cet article, je trouve ça intéressant, et du travail que Photonic fait à ce sujet. Ensuite, si vous pouvez élargir un peu, donner votre point de vue sur les centres de données pour l'intelligence artificielle, une approche scientifique raisonnable sur la façon dont on peut aborder la question, quelle est la situation d'un point de vue plus général, les effets sur la société, la consommation d'électricité et aussi tous les domaines que vous optimisez. Oui, absolument. Je pense qu'au cœur de l'intelligence artificielle, de l'informatique en nuage ou même du minage de blockchain, il y a un ordinateur. Et il y a deux aspects de l'ordinateur qui sont importants pour garantir ses performances. L'un, bien sûr, c'est le processeur lui-même, mais cela ne suffit pas à lui seul. Il faut aussi connecter de nombreux processeurs ensemble. Donc, le réseau est également très important à réunir. Je vais donc d'abord parler de la partie réseau, car c'est là que Phononic en quelque sorte commencé. La plupart des données qui sont envoyées à travers le monde, et même entre ou à l'intérieur des centres de données, sont transmises par des câbles à fibre optique. Les câbles à fibre optique sont des brins de verre avec des lasers placés à leurs extrémités. Les lasers transmettent les données. Vous savez, les données informatiques sont des données numériques. Au final, ce n'est qu'une suite de 1 et de 0. Et donc, vous pouvez imaginer quand un laser envoie les 1 et les 0, il utilise une fréquence pour le 1, une autre fréquence pour le 0. Alors, imaginez un violon et une note représente un 1, une autre note représente un 0. Et quand il joue la note correspondant à 1, il envoie un 1. Et quand il joue la note correspondant à 0, il envoie un 0. Maintenant, imaginez Isaac Perlman jouant de ce violon et il change les notes à 1 billion de changements de notes par seconde. Donc, c'est une transition très rapide, mais une autre chose se produit. Si ce violon joue vraiment aussi vite, il va probablement devenir très chaud, simplement à cause de toute la friction et du mouvement. Et les cordes de violon sont faites de métal, donc en chauffant, elles vont probablement se déformer et se désaccorder. C'est ce qui se passe quand un laser commence à envoyer des données de plus en plus vite. Il chauffe, il sort de ses spécifications et il se désaccorde littéralement parce qu'il n'envoie plus à la bonne fréquence. Et c'est là que nous intervenons. Ces petites puces que je vous montrais tout à l'heure, elles se placent sur les lasers à l'intérieur de ces émetteurs récepteurs optiques. Un émetteur-récepteur, c'est un module qui fait à la fois l'émission et la réception à peu près de la taille de votre index. Et il se place à l'extrémité du câble à fibre optique. Et notre puce garde le laser au frais, elle permet au laser de rester accordé et nous faisons cela depuis environ 8 ans maintenant. Nous avons expédié plus de 30 millions d'appareils qui refroidissent ces lasers et ce chiffre ne cesse d'augmenter parce que, à mesure que les débits de données augmentent, la demande pour des lasers toujours plus rapides ne fait que croître. Notre solution est présente chez tous les grands hyperscalers. Nous sommes présents chez Google, Amazon, Microsoft, Meta, etc. Nous sommes aux extrémités des câbles à fibre optique qui vont jusqu'à votre centrale téléphonique.
et ils arrivent jusqu'à votre centrale téléphonique, le centre serveur de votre fournisseur d'accès Internet. Nous sommes aux extrémités des câbles qui vont jusqu'à votre domicile ou votre bureau ou aux extrémités des câbles qui vont aussi vers les antennes relais cellulaires. Donc, partout où il y a de la fibre optique à haute fréquence et à haut débit, nous sommes là pour refroidir cela. Voilà pour la partie réseau. Je peux passer à la partie processeur, à moins que vous n'ayez une question de suivi sur le réseau. Non, je pense que c'est très bien. Donc, juste pour les personnes qui nous écoutent, moi, parce que je pense que bien sûr, vous êtes du côté du refroidissement des ordinateurs et de tous les processus à l'intérieur des centres de données. Je voudrais simplement expliquer pour quelqu'un qui n'est pas très technique, si vous pouviez juste parler de votre travail, parce que par exemple, votre travail peut être appliqué à de nombreuses industries différentes, et vous en avez mentionné quelques-unes, mais en restant sur la thématique des centres de données pour l'intelligence artificielle, comment nous travaillons, par exemple. Disons que nous avons NVID Intelligence Artificielle, et en fait, j'ai invité quelques directeurs de NVID Intelligence Artificielle sur ce podcast, mais bien sûr, nous avons abordé des sujets plus larges. Mais je veux aborder ce sujet parce que je pense que l'un des problèmes avec la connaissance, et bien sûr surtout de nos jours, c'est que nous avons tendance à tout mettre dans le même panier et personne ne sait ce qui fonctionne derrière tout cela. Alors, prenons par exemple le cas d'un centre de données d'intelligence artificielle et nous reviendrons sur d'autres choses avec Phononix, mais dans le cas d'un centre de données d'intelligence artificielle, disons que nous utilisons des puces NVIDIA à grande échelle ou, je ne sais pas, n'importe quel outil d'intelligence artificielle sans trop citer de marque et comment tout cela fonctionne ensemble et d'où cela vient. J'aimerais, un peu comme un orchestre, si tu pouvais lui expliquer l'architecture, comment cela fonctionne pour un public plus large que j'ai. Oui, absolument. J'ai parlé de la partie réseau et maintenant, laissez-moi parler de la partie processeur, c'est-à-dire celle-ci, où je pense que vous concentrer sur l'un des éléments qui distingue une intelligence artificielle processeur d'un processeur à usage général, c'est le fait qu'il utilise un GPU, une unité de traitement graphique. Maintenant, les unités de traitement graphique étaient traditionnellement utilisées dans les applications de jeux vidéo, mais ce qui est unique dans son architecture, c'est qu'elle est massivement parallèle. Si vous pouvez prendre une tâche et la diviser en différents morceaux qui peuvent ensuite être traités en parallèle, vous obtenez une accélération massive. Et la façon dont les algorithmes d'intelligence artificielle fonctionnent aujourd'hui, ils sont très bien adaptés, très bien conçus pour ce type d'application, pour ce type d'architecture informatique. Et c'est pourquoi vous voyez NVIDIA, ils sont le leader des processeurs graphiques depuis des décennies maintenant. Ils sont très bien positionnés pour continuer ce paradigme informatique et vraiment soutenir le processeur d'intelligence artificielle. Ce que cela signifie d'un point de vue énergétique, c'est que maintenant, une grande partie de la puce est en fonctionnement en même temps qu'une unité centrale de traitement à usage général. Parce que tout fonctionne en série, une partie de la puce fonctionne pendant que le reste de la puce attend. Et les circuits qui attendent, ils n'utilisent pas autant d'électricité. Eh bien, dans un GPU, imaginez-le comme des milliers de processeurs qui sont tous occupés en même temps. Les besoins en énergie puis les exigences thermiques montent vraiment, vraiment, vraiment en flèche. Le module de puce du processeur d'intelligence artificielle d'aujourd'hui utilise environ 1000 watts d'électricité, ce qui signifie qu'il y a 1000 watts de chaleur qui en sortent. Chaque watt d'électricité qui entre dans un centre de données se transforme en un watt de chaleur qui doit être évacué. Donc, 1000 watts, c'est comme un fer à repasser qui consomme environ 1000 watts. Mais le processeur d'intelligence artificielle lui-même fait la moitié de la taille d'une carte de crédit, soit un dixième de la surface d'un fer à repasser. Donc, cela a une densité de chaleur 10 fois supérieure à celle d'un fer à repasser. Vous vous brûlerez les doigts si vous le touchez. En fait, plus tôt dans ma carrière, j'étais curieux de savoir si une puce était réellement allumée. Et j'ai effectivement, Oh, ça. ça devrait être chaud si je le touche et je me brûle le doigt. Donc, ne faites pas ça. Vous allez vous brûler les doigts. Dans une baie typique de centre de données d'intelligence artificielle, vous aurez environ 100 de ces processeurs. Donc, maintenant, on parle de 100 kilowatts d'électricité qui entre et 100 kilowatts de chaleur qui sortent. Cette quantité de chaleur équivaut à 16 fours doubles. 16 barbecues Weber à double brûleur, tous entassés dans l'espace d'une cabine téléphonique.
Donc, c'est énormément de chaleur, l'équivalent de 16 barbecues entassés dans un tout petit espace qui doit s'évacuer. Et quand on continue comme ça, quand OpenAI parle de son centre de données Stargate de 5 gigawatts, c'est assez de chaleur pour chauffer une ville 2 fois plus grande que Détroit pendant tout un hiver du Michigan. Donc, ce sont des quantités phénoménales de chaleur, non seulement en termes de densité, mais aussi en termes de quantité totale de chaleur produite. Eh ben, et je pense que c'est la partie que j'ai toujours voulu mettre en avant, c'est la complexité et la puissance des choses dont nous parlons ici. Donc, l'un des points à retenir dans ce que vous avez dit, et je pense que ça m'intéresse particulièrement parce que vous venez de mentionner, bien sûr, maintenant, nous sommes passés au centre de données et à leur impact. Donc, vous avez publié un article et un livre sur l'innovation en matière de refroidissement pour une planète qui se réchauffe. Je sais que c'est un domaine où, chez vous, aux États-Unis, il y a beaucoup de contradictions, surtout entre le gouvernement et les acteurs non gouvernementaux, mais c'est un élément clé pour tout, surtout dans l'industrie, et le livre est un domaine très intéressant. Donc, l'innovation en matière de refroidissement pour une planète qui se réchauffe, c'est fantastique et vous êtes très généreux d'offrir à tout le monde la possibilité de le lire. L'un des points que vous abordez, c'est la tempête autour du refroidissement, répondre aux défis climatiques avec la technologie à semi-conducteurs et l'innovation dans ce domaine. Pouvez-vous mettre en avant, parce que vous avez mentionné, je pense qu'il y a un paradoxe dans la communication. D'un côté, nous avons toute cette innovation et pourtant, elle ne peut pas résoudre beaucoup de problèmes. Et j'essaye toujours de voir à la fois le micro et le macro. Donc, à partir de cette recherche que vous avez publiée, et bien sûr, cela touche à l'environnement social et gouvernance à l'environnement, à la durabilité et à la gouvernance, qui font partie de vos recherches, mais du point de vue de phononique et de la recherche que vous avez menée, ce qui est très important pour démystifier beaucoup de choses. Comment pouvons-nous gérer cela? D'une manière un peu avisée, ces sujets, je veux dire. Oui, je pense il y a deux aspects à cela que je considère, vous savez. L'un d'eux est, j'appellerais ça l'inévitabilité de devoir résoudre ce problème. Vous savez, dites ce que vous voulez, l'économie et la physique sont là, juste devant nous. Et puis, l'autre aspect, c'est que c'est là que l'innovation brille. J'en ai parlé plus tôt quand il y a un gros problème douloureux, c'est là que l'innovation a la meilleure opportunité de s'enraciner. Si vous regardez simplement les centres de données dont nous parlons, et quand nous avons écrit ce livre numérique, les centres de données Nous savions. étaient importants, mais la vague de l'intelligence artificielle n'avait pas encore vraiment pris son envol. Il y a une tendance au réchauffement dans le monde. Nous produisons plus de chaleur, point final, c'est un fait. L'intelligence artificielle ne fait qu'ajouter à cela. Et donc, il faut des solutions à cela. Même dans le monde de l'intelligence artificielle, par exemple, ou dans le monde des centres de données, 40% de toute l'électricité consommée par un centre de données est utilisée pour le refroidissement. Cela doit s'améliorer si les centres de données veulent devenir plus efficaces. Et donc, nous avons en fait des produits qui rendent l'informatique plus efficace parce que nous pouvons fournir du refroidissement à la demande. Nous n'avons pas besoin de trop refroidir les choses. Les centres de données d'aujourd'hui font fonctionner leur système de refroidissement liquide 24 heures sur 24, tout comme les réfrigérateurs et congélateurs dans les supermarchés. Ils fonctionnent 24 heures sur 24. C'est très long et peu réactif. Alors, ils identifient le composant qui a le besoin de refroidissement le plus exigeant. Ils règlent le système pour répondre à ce besoin, puis ils n'y touchent plus. Donc, la plupart du temps, ils refroidissent trop le reste du système et même les charges de travail varient énormément au cours de la journée. Pourtant, ils continuent de trop refroidir même pendant les périodes creuses. Notre solution est petite, donc elle peut apporter un refroidissement ciblé exactement là où c'est nécessaire. Elle est très réactive, donc vous pouvez l'allumer uniquement quand vous en avez besoin. Nous avons conçu un produit qui tient dans une unité centrale de bureau. C'était il y a environ 7 ans. C'est un produit appelé X. J'en ai justement un ici. Et c'est une solution de refroidissement à la demande. Nous l'avons comparé à un système de refroidissement liquide traditionnel. Et nous avons constaté qu'il offre 40% de performance de calcul en plus par joule d'énergie dépensée.
Et donc, je pense que c'est nécessite une solution à cela. L'intelligence artificielle n'est qu'un d'entre eux. Fantastique. Et très direct dans ce domaine. Donc, pour continuer, en passant un peu du refroidissement à l'innovation et à l'impact que vous avez eu dans l'électronique grand public, vous avez participé à la création de certaines des technologies les plus marquantes dans ce domaine. Nous avons parlé de Fitbit, mais vous avez également été impliqué dans les smartphones à réalité augmentée et les plateformes de télévision connectées que vous avez mentionnées précédemment. Alors, comment voyez-vous l'évolution de toutes ces technologies qui utilisent toutes ces puces, toute cette énergie et toutes ces différentes composantes, et comment le travail que vous faites actuellement converge chez Phononic? Pour stimuler encore plus l'innovation, mais comment voyez-vous cela évoluer, puisque bien sûr vous avez mentionné même l'article que vous venez de mentionner n'en était qu'à ses débuts. Maintenant, avec l'intelligence artificielle, cela se multiplie par milliers et par milliards et il y a une croissance exponentielle. Donc, je voudrais savoir comment vous voyez cette croissance exponentielle du point de vue de la technologie, de l'énergie et de l'innovation et comment nous pouvons mettre tout cela en équilibre. Oui, je pense que ce qui est incroyable avec les produits grand public, c'est la recherche de différents formats et la façon dont l'innovation a répondu aux besoins de ces différents formats. Donc, il y a plus de 100 ans, Sears, Roebuck et compagnie, aujourd'hui une entreprise disparue, avaient un catalogue de vente par correspondance. Ils étaient probablement la première entreprise de commerce électronique il y a plus de 100 ans. Dans leur catalogue, ils vendaient un moteur et le moteur avait différents accessoires. Il avait un accessoire de mixeur, il avait un accessoire de blender, il avait un accessoire pour faire des jus et c'est parce que les moteurs étaient chers et difficiles à fabriquer. Et aujourd'hui, tu ne peux pas imaginer, tu sais. Maintenant, tu as un mixeur plongeant, un blender classique, notre propre batteur, un batteur à main, un extracteur de jus. On a probablement 5 de ces appareils aujourd'hui pour moins que le prix ajusté à l'inflation de ce moteur multifonction d'origine. Et ça, c'est grâce à la technologie des moteurs. Elle a énormément évolué en 100 ans et a répondu aux besoins des consommateurs. Un autre excellent exemple, c'est le téléphone portable, n'est-ce pas? Donc, les ordinateurs occupaient autrefois toute une pièce, et maintenant, vous avez plusieurs ordinateurs tout autour de vous. On parle probablement sur l'un d'eux, mais on en a aussi un dans la poche et on en porte un au poignet. Et vous savez, si vous faites juste le tour de la maison, vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais il y a tous ces ordinateurs invisibles tout autour de vous, et ça, la demande en matière de format a beaucoup influencé ce qui se passe ici dans l'innovation informatique. Et je pense que la réfrigération est justement à ce moment-là maintenant. L'ancien, je ne sais pas combien d'années a le compresseur à vapeur. Il est à un carrefour. Je pense qu'il y a deux problèmes. Le premier, c'est le problème des réfrigérants hydrofluorocarbures. Il est maintenant reconnu que c'est un matériau toxique qui doit être éliminé de notre utilisation, tout comme nous avons éliminé les fluorocarbures pour sauver la couche d'ozone. Nous allons éliminer les hydrofluorocarbures pour sauver la planète et c'est en cours, et cela ne sera pas inversé. Mais je pense que l'autre défi, c'est que la durabilité ne suffit pas. Il faut aussi résoudre un véritable problème pour le consommateur. Et je pense que le véritable problème pour le consommateur, c'est que si vous pensez à toutes les choses dans votre maison qui ont besoin d'être refroidies, votre maquillage, votre lait maternel, votre Ozempic, ce sont toutes des choses qui nécessitent une réfrigération. Et en ce moment, il n'y a qu'un seul endroit où vous pouvez les conserver. Et c'est dans le réfrigérateur de votre cuisine. Certaines de ces choses sont plutôt personnelles. Et le réfrigérateur de la cuisine est un endroit plutôt public. Si vous recevez des invités pour une soirée poker ou pour votre club de lecture et qu'ils veulent aller prendre un verre, ils vont aller à votre réfrigérateur et ils vont voir, oh, qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que c'est? Alors, ne serait-ce pas génial si vous pouviez rendre la réfrigération modulaire et simplement la répartir dans tous les coins de la maison où vous en avez besoin? Ma nièce a déjà ça.
Elle utilise du maquillage qui nécessite un contrôle de la température. Il existe ces petits réfrigérateurs à maquillage alimentés par effet thermoélectrique que l'on pose sur le comptoir de la salle de bain pour y conserver son maquillage. Et donc, si on commence à voir cette tendance des formats de réfrigération évoluer à cause de la demande des consommateurs. Et le bon vieux compresseur à vapeur centenaire n'est tout simplement pas équipé pour répondre à ce besoin. Oui, et nous n'en sommes qu'au début. Il y a beaucoup de travail qui en découle. Donc, vous êtes un leader dans les technologies de haute performance et vous avez évoqué un peu l'innovation nécessaire pour maintenir ce cap et cette vitesse. Selon vous, quelle sera la prochaine grande avancée que nous verrons dans ces domaines, en particulier dans l'énergie durable, la technologie ou le refroidissement et les aspects durables, mais aussi dans la coordination de tout cela? Parce que je pense que le plus grand défi, et probablement pour les entreprises comme la vôtre, c'est la capacité à trouver l'équilibre, car à mesure que la consommation augmente, l'intelligence artificielle, si les centres de données de cloud computing consomment beaucoup d'énergie. Là, on parle de très grand niveau et ce n'est pas seulement ça parce que même en ce moment, comme vous l'avez mentionné, un réfrigérateur, un système thermique, beaucoup de choses que ce que vous gérez consomment de l'énergie et il y a des données intégrées. Il y a aussi le concept, bien sûr, de jumeaux numériques qui sont intégrés. On peut réellement avoir un jumeau numérique pour cela. Et je sais, d'après ce que j'ai étudié, que le jumeau numérique peut être utilisé avec l'intelligence artificielle, les modèles de langage de grande taille, pour comprendre et mesurer tous ces systèmes de refroidissement et les intégrer. Donc, j'aimerais voir, surtout à ces niveaux d'innovation, ce que vous faites dans ces directions. Oui, je pense. Les besoins en refroidissement et en énergie sont bien réels. Alors, vous avez parlé des jumeaux numériques. Il y a un monsieur chez NVIDIA que vous avez probablement rencontré, Ali Hedari. Il dirige leur travail sur le thermique et NVIDIA a fait un travail incroyable avec un jumeau numérique d'un centre de données qui inclut, vous savez, non seulement le modèle physique et le modèle électrique, mais aussi le modèle thermique, afin que vous puissiez réellement planifier toute la construction de votre centre de données avant même de le construire. Faire toute votre modélisation thermique et vos simulations, puis, pendant que le centre de données fonctionne, vous pouvez le surveiller via le jumeau numérique et faire des expériences pour voir comment vous pourriez améliorer, prouver l'efficacité. Et c'est incroyable. Ça, la gestion thermique d'un centre de données est un énorme problème et ce que NVIDIA apporte pour résoudre ce problème est vraiment, vraiment impressionnant. Je pense qu'en général, vous savez, là où il y a un problème, il y a de l'innovation. Même dans ces téléphones portables, il y a des défis thermiques et vous avez probablement déjà ressenti votre téléphone chauffer dans votre poche à cause d'une situation de surchauffe. Donc, quand vous démontez ce téléphone, vous verrez qu'il y a des dissipateurs thermiques et des ailettes. Il y a aussi une autre entreprise qui est en train de construire un ventilateur microsystème micro-électromécanique qui peut réellement souffler de l'air, de très petites quantités d'air, mais de petites quantités d'air dans un format très, très réduit qui peut vraiment, désolé, qui peut vraiment déplacer l'air dans ce format très compact. Donc, c'est une autre innovation en cours. Et puis, bien sûr, il y a nous, je pense, Bako, parce que nous pouvons réagir rapidement, nous pouvons fournir un refroidissement réactif dans des espaces très uniques et nous pouvons l'activer ou le désactiver pour refroidir différents composants à l'intérieur du centre de données. Je pense qu'il y a un autre domaine, ce qui demanderait une discussion plus longue, mais il y a différents circuits de liquide à l'intérieur d'un centre de données et ces circuits doivent fonctionner à une température particulière. Et finalement, ce circuit doit échanger sa chaleur avec l'air ambiant. Et donc, quand on regarde une photo d'un centre de données de l'extérieur, on voit ces énormes tours de refroidissement. Ces tours ont deux défis aujourd'hui. Les pires sont celles qui utilisent des compresseurs à vapeur d'hydrofluorocarbures. Et celles-ci utilisent une quantité incroyable de réfrigérants hydrofluorocarbures qui fuient, qui doivent être rechargés et toutes ces autres choses
horribles, donc c'est généralement considéré comme terrible et ils commencent à les éliminer progressivement. Mais ce que vous verrez ensuite, c'est que parfois vous verrez ces tours de refroidissement émettre de la vapeur et c'est parce que ce sont des refroidisseurs évaporatifs. Ils pulvérisent en fait de l'eau sur ces éléments chauds, puis la vapeur d'eau s'évapore. Cela utilise une quantité incroyable d'eau. Nous avons beaucoup parlé de la consommation d'électricité, mais la consommation d'eau d'un centre de données est un autre énorme défi. Donc, si nous pouvons augmenter la température, pour chaque augmentation d'un degré de la température du liquide, il y a une diminution de 2 à 3 de l'énergie globale et une réduction de la consommation d'eau globale également. Et donc, en utilisant notre technologie, toute la boucle liquide peut fonctionner à une température plus élevée et ainsi économiser de l'énergie lorsque vous évacuez la chaleur du centre de données. Donc, c'est un autre domaine. Cela pourrait être une longue conversation à part entière sur la façon dont nous travaillons avec un certain nombre de responsables du refroidissement des centres de données pour apporter notre technologie afin d'aider à résoudre ce problème. Et c'est un secteur important qui, je pense, va continuer à croître. Et comme vous l'avez mentionné, Taoul, il y a de l'électricité dans l'eau et nous avons besoin d'innovation non seulement du côté des systèmes de refroidissement, mais aussi de l'architecture que nous avons derrière cela. Donc, mes deux dernières questions, je sais que ça a été un peu un marathon et que c'est assez technique, mais c'est un savoir incroyable qui est partagé ici. Donc, vous êtes le vice-président du symposium OddChip sur les puces haute performance. Dans ce rôle, bien sûr, vous voyez beaucoup d'innovations, surtout dans l'industrie des semi-conducteurs. Et l'autre jour, tout dépend de l'énergie. Et nous avons mentionné NVIDIA, mais aussi Cisco et toutes les différentes technologies, je dirais, toutes les technologies que nous utilisons partout dans le monde. Alors, parlez-nous un peu du symposium sur les puces haute performance et de certaines des innovations que vous voyez émerger de cela et ce que vous souhaitez partager ici avec notre public, quelques points forts que vous aimeriez partager. Oui, je suis impliqué dans le symposium Hot Chips depuis plusieurs années maintenant. La conférence elle-même existe depuis plus de 35 ans. J'ai assisté aux deux premières éditions, puis j'ai été impliqué de façon intermittente. Nous aimons nous enorgueillir d'être une conférence faite par des ingénieurs pour des ingénieurs, donc c'est entièrement bénévole. L'équipe qui non seulement organise le programme, mais gère aussi la production, s'occupe du service traiteur, apporte la glace et gère le stationnement. Donc, c'est vraiment basé sur le bénévolat, mais elle est composée de ces architectes informatiques très talentueux qui ont travaillé chez Intel, Advanced Micro Device, International Business Machines, Meta, Google, vous savez, tous les grands acteurs. Ce sont des ingénieurs qui croient vraiment en leur travail, mais plus important encore, qui croient en l'importance de partager le travail entre nos communautés afin que nous puissions nous appuyer sur toutes nos idées et continuer à innover. C'est une autre culture de la Silicon Valley, c'est que nous aimons partager nos idées. Nous aimons nous rencontrer et développer les idées des uns et des autres parce que c'est la seule façon de vraiment stimuler l'innovation et d'apprendre des erreurs des autres afin que nous puissions continuer à grandir. La tendance que j'ai observée au cours de cette conférence a été incroyable. Au début, tout tournait autour des processeurs pour les ordinateurs personnels. C'était un peu la tendance à l'époque. Puis les stations de travail informatiques, les processeurs à puce unique qui se sont transformés en processeurs multicœurs. Au fur et à mesure que la loi de Moore avançait, nous pouvions intégrer davantage de cœurs de processeurs sur une puce de silicium. Nous avons commencé à intégrer d'autres parties du système sur la puce de silicium. Et puis, je me souviens d'une conférence de NVIDIA, c'était probablement Jensen qui a donné cette conférence il y a peut-être 15 ans sur la façon dont le GPU était un véritable bouleversement en tant qu'ordinateur à usage général, parce que beaucoup de ces charges de travail pouvaient être parallélisées, comme je l'ai mentionné plus tôt, et le GPU est parfait pour ça. Et c'était les débuts du traitement massivement parallèle, et c'était un signal assez audacieux qu'ils ont planté à l'époque. Mais maintenant, tu sais, ils avaient complètement raison. La charge de travail de l'intelligence artificielle étant massivement parallèle et le GPU parfaitement adapté à cela. Donc, cette tendance a été, je dirais, prédite lors de la conférence Hot Tips il y a plusieurs années.
Et le programme de l'année dernière était principalement axé sur l'intelligence artificielle. Je m'attends à ce que le programme de cette année le soit aussi. Nous sommes guidés par les propositions. Nous invitons les auteurs à soumettre des articles sur des travaux qui les intéressent ou qu'ils pensent susceptibles d'intéresser notre public. C'est donc un mélange d'articles d'entreprise et d'articles académiques. Cela vient des États-Unis. Nous avons eu des intervenants de Chine. Nous avons eu des intervenants d'Europe. Et vous savez, il y a de l'innovation là-bas. Donc, ils vont soumettre leur travail et ils viendront le présenter. Et nous, vous savez, comme je l'ai dit, ce sera probablement principalement de l'intelligence artificielle, probablement aux 3/4 de l'intelligence artificielle. On aime réserver un peu de place. Nous aimons réserver un quota pour les sujets non liés à l'intelligence artificielle. Sinon, cela deviendrait simplement un salon de l'intelligence artificielle. Donc, nous aurons des processeurs embarqués ou des processeurs réseau. Et parfois, nous avons des sujets intéressants sur les processeurs programmables ou un article sur les logiciels ou même un article sur la gestion thermique. Ce sera donc encore une excellente conférence. Nous avons eu une participation record l'année dernière. Nous nous attendons à continuer sur cette lancée et à battre ce record encore cette année. Cela se passe fin août en présentiel à Stanford, à l'Université Stanford en Californie, et c'est aussi disponible en streaming en ligne. Félicitations, c'est une recherche fantastique et remarquable avec beaucoup de solutions qui arrivent. Et j'adore le fait que c'est une industrie portée par la communauté, ce qui est, je pense, un élément clé pour tout. Nous faisons ainsi et il est temps de conclure. Même si j'ai encore beaucoup de questions, je pense qu'on pourrait faire une deuxième session plus technique. Pour l'instant, mais il y a beaucoup d'apprentissage. J'apprends beaucoup et je vais préparer d'autres choses. Mais donc, tu es à l'intersection de l'ingénierie et du développement produit et c'est incroyable, ton profil ainsi que ton niveau de connaissance approfondi. Donc, nous avons discuté du défi en termes de refroidissement et de ce que vous faites de chez Phononix. Euh, et aussi, beaucoup du travail consiste à mettre en place ces solutions en coulisses qui rendent nos vies plus faciles. La performance de nos entreprises, de nos centres de données, mais aussi, comme vous l'avez mentionné, je pense que pour nous, l'une des choses que ce que vous faites, c'est que vous avez beaucoup de solutions qui touchent à presque tout, du commerce de détail à différentes parties de ce que vous faites. Donc, à partir de cette innovation, et je pense qu'il y a probablement deux volets à la question. Donc, chez Phononic, vous touchez à la livraison du dernier kilomètre pour l'épicerie, puis vous avez l'automatisation, la robotique et le secteur pharmaceutique. Donc, vous avez bien sûr, il y a toute la partie de tous ces systèmes de refroidissement derrière les centres de données, derrière les systèmes, ainsi que les matériaux et les produits d'ingénierie, mais il y a aussi l'innovation que vous voyez pour l'avenir. Pour quelqu'un qui a travaillé avec Microsoft, Google, Cisco et même Microsystems, et maintenant avec cette entreprise qui est bien sûr encore assez jeune, comment voyez-vous l'avenir pour l'entreprise et aussi pour l'industrie en général dans ces domaines et dans d'autres domaines qui vous passionnent personnellement? Oui, je pense qu'il y a deux parties à cette question. Je pense que la première est comment allons-nous passer à l'échelle, et puis l'autre, c'est quels pourraient être les problèmes à résoudre à l'avenir. Je pense que la question de la mise à l'échelle est une leçon que j'ai vraiment apprise dans toutes ces entreprises avec lesquelles j'ai eu le privilège de travailler. Ce n'est pas suffisant d'avoir juste une bonne idée et de résoudre ce seul problème si on veut vraiment avoir un impact. Il faut comprendre comment mettre cela à l'échelle, mettre cette solution à l'échelle, et il y a plusieurs façons de le faire. Vous savez, construire une plateforme logicielle ou, oui, un écosystème serait la bonne façon de le faire. Par exemple, si vous développez un produit logiciel, je pense que lorsque vous développez un produit matériel, la leçon que nous avons apprise très tôt, c'est que nous ne pouvons pas construire chaque produit qui peut utiliser notre technologie. Nous avons en fait essayé de le faire. Nous avons notre petite installation à Durham, en Caroline du Nord, et nous ne pouvons tout simplement pas faire cela, eux. Il y a d'autres entreprises qui comprennent bien mieux leurs clients, euh, euh, qui définissent des produits pour ces clients, qui ont intégré la distribution et la vente à leurs clients. Nous ne pouvons pas être tout cela à la fois, alors nous avons adopté un modèle de licence. Désormais, nous allons fabriquer les puces thermoélectriques, non seulement les puces, mais tout le sous-système autour.
les échangeurs de chaleur, le logiciel de contrôle, le logiciel cloud, et nous allons concéder cela sous licence à différentes entreprises. Laissez-moi vous parler de l'exemple du bac. Par exemple, pour la chaîne du froid, il y a des clients qui veulent un bac différent. Ils en veulent un qui soit un peu plus haut. Nous avons un client qui possède des robots, qui gèrent des entrepôts automatisés. Il faut des poignées différentes et des interfaces différentes pour leurs robots. Eh bien, nous n'allons pas fabriquer un bac juste pour eux, puis un autre bac pour une autre entreprise d'automatisation et encore un autre bac pour une autre. Donc, nous leur concéderons la licence du design. Voici vos droits sur le design. Vous pouvez le modifier comme vous le souhaitez. Et donc, nous appliquons ce modèle de licence partout dans notre entreprise, même dans le domaine des centres de données d'intelligence artificielle. Donc, je pense que c'est un point. La montée en charge est très importante, surtout pour une start-up. Et ce modèle de licence est essentiel pour cela. Ensuite, je pense que là où tout cela nous mène, quand j'étais chez Google, nous avions une expression, il ne faut jamais parier contre la bande passante. Nous savions que si vous accélériez un résultat de recherche, les revenus augmentèrent de plusieurs milliards, n'est-ce pas? Une corrélation très claire entre la vitesse et les revenus a eu même Jensen Huang lors de sa keynote GPU Technology Conference. Il a littéralement dit que vos revenus seront limités par la puissance, par votre électricité et vos capacités de refroidissement. Alors, ne pariez pas contre la demande économique qui pousse à augmenter le réseau, à augmenter la performance. Cette volonté sera toujours là. Et donc, le défi de la gestion thermique ne fera que continuer à croître. Et avec ce défi et ces problèmes viennent des opportunités d'innovation et, vous savez, créer de nouvelles technologies et produits incroyables et aider ses clients. C'est une façon fantastique d'avancer et je trouve cela très inspirant. Je sais aussi que vous êtes un mentor et que vous faites beaucoup de travail pour rassembler les gens. Vous avez mentionné la conférence, donc juste un dernier mot pour notre public et pour les jeunes qui nous écoutent. Je pense qu'au début, vous avez souligné l'importance de l'entrepreneuriat, de ne pas avoir peur de l'échec, et vous venez aussi de rappeler l'importance de ne pas sous-estimer cela. Et je sais bien sûr que vous êtes dans la Silicon Valley, vous êtes, je dirais pas un peu, mais vraiment très en avance, et bien sûr, ma chaîne reflète cette avance, tout comme mon public. Mais je ressens particulièrement les différences géopolitiques et aussi les différences entre les pays. C'est aussi un élément clé à prendre en compte. Donc la dernière question est un peu inspirante pour les jeunes qui nous écoutent et puisque vous êtes vous-même un véritable mentor. Quel est le conseil que vous leur donnez et quelles sont les opportunités que vous voyez? Parce que, évidemment, en ce moment, quand on pense à l'intelligence artificielle, ben, il y a beaucoup de bouleversements, beaucoup de choses, mais il y a aussi énormément d'opportunités, comme le montre votre entreprise. Donc, j'aimerais vraiment mettre en avant toutes ces opportunités incroyables qui existent et que les gens peuvent saisir. Oui, je pense que, en fait, je viens tout juste de terminer avec un groupe de mentorat il y a quelques semaines et mes réflexions finales pour eux sont doubles. La première, c'est toujours travailler sur les problèmes les plus importants et parfois ce sont aussi les problèmes les plus difficiles. Si vous êtes dans une entreprise, là, surtout une grande entreprise, mettez-vous au défi, essayez de vous impliquer et de comprendre d'abord la stratégie de l'entreprise. Il y en a une autre. Ne vous contentez pas de vous laisser raconter les choses. Soyez curieux et posez des questions. Cherchez vraiment à comprendre en profondeur la stratégie de l'entreprise. Et à partir de là, vous comprendrez quelles sont les priorités et les problèmes les plus importants et travaillez dessus, même en offrant votre temps si nécessaire. Parce que ce sont ces problèmes qui recevront le plus de ressources, le plus d'attention et qui stimuleront votre évolution de carrière. Donc, je pense que c'est un point. Et l'autre, c'est travailler sur des choses qui vous rendent vraiment curieux. Dans certains cas, travailler sur des problèmes qui sont amusants à résoudre. Que signifie cet indice pour, il faut vraiment comprendre ce qui vous motive à vous lever le matin, quel type de problème vous aimez résoudre. Et puis, essayez aussi de prioriser dans ce sens. Donc, pour résumer, travaillez sur les problèmes les plus importants et amusez-vous en le faisant. Quelle inspiration fantastique, Larry. C'était vraiment un honneur et j'ai beaucoup appris. Beaucoup de choses m'ont fait réfléchir et il est possible que je revienne vers vous avec d'autres questions. Félicitations pour votre travail et vos réalisations, pour votre carrière, votre dévouement et votre travail acharné, ainsi que pour toutes les personnes qui nous écoutent.
Merci d'apprendre, de vous engager avec Phononic et aussi avec Larry Young. Merci beaucoup d'avoir été ici. Merci beaucoup. C'était vraiment très agréable.